Nous, on les connaît. Ok, au moins, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Bienvenue dans Radio Maalif, un nouveau podcast foot. On est très heureux aujourd'hui d'aborder une thématique qui est importante. Vous savez que pour nous, le football est une fenêtre pour regarder une société. Et on va parler aujourd'hui, à travers le foot, de binationalité. Et pour ça, on a convoqué, parce que chez nous on convoque, Jamel Ait Benidel. Salut Jamel. Salam, Comment ça va ? Ouais, ça va. Voilà. Merci. On avait besoin de discuter sereinement d'un sujet qui déclenche beaucoup de passion, parfois même d'excès sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous éclaires, pour partager avec nous ton expérience, ta vision des choses sur la binationalité dans le foot, qui est devenu un thème super important. Je sais pas si tu l'as vu monter, toi, ce thème. Oui, c'est d'actualité. Et puis, c'est comme tu le dis, c'est un sujet qui est passionnel. C'est clivant parce que... Ouais, c'est clivant, voilà. Voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, quand tu te mets à la place d'un binational, c'est quelque chose de subi. Tu choisis pas où tu nais. Bien sûr. Tu vois. Donc, ça, c'est pas facile. Par exemple, moi, si je prends mon cas, mes parents sont nés au Maroc. Moi, je suis né en France. Alors raconte-nous justement ton histoire familiale rapidement, là, pour qu'on sache d'où tu parles, quoi. Ouais, mon père, il était... Moi, je suis berbère. Mon père était berger dans le sud du Maroc. Il y a des mines dans le sud du Maroc. Oui. Voilà, qui est exploité par l'État français, entre guillemets, tu vois. Donc, ils recrutaient des gens pour travailler dans les mines, déjà au Maroc, puis après en France, surtout dans le nord de la France. D'accord, le charbon. Charbon, exactement. Donc, mon père a été travailler dans ça. Donc, il est parti en France par rapport à ça. Donc, tu vois, il est passé de travailler dans les mines du Nord. Travailler dans les mines du Nord, ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça. Mais c'est très dur, hein, c'est très dur comme métier. Très difficile, ouais, très difficile. Ouais, comme mon père, il me raconte, c'était... l'origine de chaque personne, on en viendra après, c'est aussi l'essence de ton choix après plus tard, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est arrivé dans le Nord, et puis voilà, et puis on a fini... et moi, je suis le premier de la famille qui est né en France, sinon tous mes frères et sœurs sont nés au Maroc. Tes aînés? Ouais, mes aînés. D'accord. Tous mes aînés, ils sont nés au Maroc. D'accord. Nés et grandis au Maroc. Et toi, donc, je suis le seul... Tu es né à Mont-Saint-Aignan, c'est à ça? Mont-Saint-Aignan, ouais. C'est où? Exactement. C'est à Rouen. D'accord. C'est une commune de Rouen. Et il y a des mines là-bas. Ouais. Non. Mon père, en fait, était à Lens. Ouais. Et puis, il a fini, etc. Et puis, il s'est retrouvé à Rouen pour le travail. Donc, fils de mineur, comme Mustafa Hadji, hein, je crois que... Ouais, c'est à peu près ça. La plupart des Berbères qui sont en France... Du Sud, c'est ça. Du Sud, ouais, c'est ça. Ouais. Tous. D'accord, donc, dans la famille, c'est quoi la langue principale? C'est quoi le rapport avec le Maroc? Est-ce que c'est... La culture marocaine est très forte. Donc, c'était la culture berbère, tu vois, essentiellement. À la maison, ça parlait berbère. Mes parents parlaient pas trop français. Donc, moi, je parle très couramment le berbère, tu vois. Mais ça parlait pas arabe. Tu vois, Darija, non. Ça parlait pas Darija. Il y avait que mon père qui parlait Darija, un petit peu ma mère. Mais nous, non. Moi, je l'ai appris sur le tard. D'accord, donc tu grandis là-dedans, quoi. Tu vas à l'école française. Je vais à l'école française. Tu te considères aussi comme un Français, quoi. Tu es... Comme un Français, oui et non. Oui et non, ça dépend de quel côté. Mais on a toujours eu cette culture marocaine. Tous les étés, c'était le Maroc. Fin? Le bled. D'accord. Ça, c'était important pour mon père. Vraiment, c'était le bled. Donc tous les étés, tout l'été, quoi. Tout l'été. Les 2 mois, c'était... il fallait... moi, je suis de vers Agdez, entre Agdez et Zagora, tu vois. D'accord. C'était là-bas, donc je te passe les non, je connais bien. Voilà. Donc mon père, il insistait sur ça. Il disait, voilà, c'est... Agdez Zagora, donc derrière la montagne, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Jebel Kissan et tout, pour ceux qui connaissent. Ouais, bien sûr. Après, bien sûr. C'est le décor de beaucoup de films. Hein. Ouais, voilà. Ouais, il y a les studios, ouais, le studio Atlas. Ouais. Donc en fait, ça te permet, ce que mon père a fait, c'est top, parce que ça te permet de garder ce lien avec le pays. Tu t'imprègnes de la culture, vraiment. Et tu te construis vraiment en tant que Marocain, berbère. S'il n'y avait pas ça, j'aurais pas pu avoir cette culture berbère juste transmise comme ça. Non, il fallait le vivre. Moi, je connais des gens, fils de berbères, mais qui n'ont pas eu ça, qui n'ont pas souvent été... Donc, ces voyages systématiques. Le voyage et la langue. Bien sûr. Tu vois. Donc tu deviens professionnel, voilà, tu es un bon footballeur, on te voit, tu signes des contrats pro. Moi j'ai une question, quand tu commences à sentir que tu vas devenir pro, que tu rêves d'une équipe nationale, c'est laquelle? Parce que moi j'ai une théorie, moi je pense que quand on commence à bien jouer, on a une image avec un maillot d'une équipe nationale. C'est laquelle? Écoute, pour être honnête avec toi, quand t'es jeune, moi franchement j'y pensais pas trop. Au départ, moi je voulais même pas être pro, hein.
Je voulais faire un peu de sociologie, faire du droit, tu vois. Pour moi, le foot, c'était juste un plaisir, un loisir. J'y croyais pas. Je me disais, bon, moi, maghrébin, etc., tu vois, ça sera difficile. Et petit à petit, après, ça s'est fait. Mais j'avais pas ce rêve de jouer équipe de France ou équipe du Maroc. C'était encore loin pour moi quand j'étais jeune. Mais moi, c'était encore plus loin, mais je me voyais déjà avec le maillot. Ouais. Mais je suis pas binational. Hein. Moi, Mais c'est après en devenant professionnel. Ouais. Non, après j'étais fixé sur le Maroc, tu vois. T'avais les générations Agi, Naïbet et tout qui te faisaient un petit peu rêver. Et puis le Maroc, il y a quelque chose de spécial. Sincèrement, la culture elle est forte. Tu vois, la diaspora marocaine. Par exemple, le Maroc, c'est pas. Tu le vois à travers l'équipe nationale. Le Maroc, c'est pas la Corée du Sud. Tu vois, la Corée du Sud, tu regardes toutes leurs équipes nationales. La plupart, ils jouent tous au pays. La plupart, ils sont tous au pays. Tu vois ce que je veux dire? Le Maroc, comment il est composé? Je sais pas. Si je dois t'imager le Maroc, ce serait quoi? Ce serait un bel arbre avec un beau tronc de Tanger à Alguera et toutes les branches partout sur Terre. Tu vois? Partout où tu vas trouver des Marocains. Et chaque Marocain que tu vas trouver, que tu le trouves en Chine, tu le trouves aux États-Unis, il est ramené à sa culture marocaine et à son pays. Et c'est pour ça que les joueurs que tu trouves, les binationaux, aujourd'hui, bon, t'as Diaz, mais les gars qui ont fait leur choix tôt. Je te prends l'exemple de Marouane Chamakh. Pourquoi je te prends Marouane Chamakh? Parce que on est né le même jour, la même année, et on a joué ensemble en équipe de France. Et moi, quand Marouane il est venu à l'époque, on était en moins de 17, je crois, en équipe de France. Il a fait une sélection et direct, lui, il a dit non, moi je vais jouer pour le Maroc. Tu vois? Alors que Marouane, à l'époque, il était promis à aller en équipe de France, tu vois. Je te dis pas titulaire. Alors justement, on va rester justement sur cette histoire de Marouane Chamakh. Tu viens de parler du choix. Ouais. Est-ce qu'il y a autant de binationaux qui ont un vrai choix? Je m'explique. Ouais. Qui ont la possibilité à un instant T d'aller jouer pour le Maroc ou pour la France, pour parler de la France, hein, parce qu'après il y a les cas belges, hollandais, etc. Ouais. On a l'impression qu'il y a des cas comme ça. Par exemple, je pense que Younes Belhanda, en 2012, quand il gagne le championnat de France avec Montpellier, il est pas loin de l'équipe de France, Ouais, c'est vrai. et il vient au Maroc. Mais quelqu'un comme Dardia, par exemple, quand il vient au Maroc, le niveau éligible avec l'équipe de France, il l'atteint plus tard. Il l'atteint peut-être à la Roma, Ouais, ou à ce moment-là, au Bayern, on va se dire, tiens, ce gars-là avait le potentiel pour rentrer chez les Bleus, mais ça vient plus tard. Donc, en fait, les cas de j'ai le choix aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il est aussi courant que ça, ou est-ce que les choix arrivent les uns après les autres, il n'y a pas vraiment de vrai choix? C'est ça ma question. Non, il n'y a pas vraiment de vrai choix. Déjà, si tu prends précisément la comparaison entre la France et le Maroc, tu peux pas comparer le potentiel entre guillemets français et marocain. Parce que en France, tu trouves de tout. Des gars des îles, tu trouves des gars de pays de l'Est qui sont français. Tu vois, tu as beaucoup plus de concurrence entre guillemets. Oui, d'accord. T'as beaucoup plus de qualité, ouais, parce que t'as beaucoup plus de choix. Non, le niveau est supérieur. Le niveau est supérieur, tu vois. Donc, c'est pas mauvais à un moment donné. C'est pas mal de reconnaître que, ouais, il y a meilleur. Parce que t'es comparé à 20 joueurs, par exemple, de top niveau. Alors que peut-être au Maroc, tu vas être comparé sur, je sais pas moi, 7, 8 joueurs. Ce que tu es en train de dire, c'est que le choix du Maroc peut être aussi un choix plus facile. Plus facile, oui et non, mais t'auras plus d'opportunités, on va dire. Mais c'est pas mauvais, ça réduit pas. Non, je suis pas en train de réduire, je suis en train d'essayer de comprendre. Parce que moi, il y a quelque chose qui me chiffonne quand je vois, par exemple, un gosse comme Yamal. Ouais. À qui on a mis la pression, les deux pays ont mis la pression. Il y a un troisième pays, mais il n'était pas vraiment éligible, puisqu'il pouvait aussi jouer pour la Guinée-Bissau, ou le Maroc, ou l'Espagne. Ouais. Voilà. Finalement, ce serait trouvé entre le Maroc et l'Espagne qui étaient les plus probables. Ce type, il avait 16 ans. Ouais. Est-ce qu'à 16 ans, on peut demander des choix aussi forts à un jeune, quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a la structure, en tant que jeune, hein, pas parce qu'il est footballeur, mais ça pourrait être n'importe quoi, Ouais. pour faire face à une telle pression de deux États qui s'arrachent à un gosse, quoi? Est-ce que c'est raisonnable? Non, à cet âge-là, il peut pas avoir le recul, il peut pas tout prendre en compte, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, le sujet de la binationalité, c'est passionnel, tu vois, faut voir aussi son lien avec le Maroc. Mais non, c'est difficile. À cet âge-là, c'est difficile. Est-ce qu'on peut dire en gros que c'est les mamans qui décident? C'est ce qu'on a, c'est l'impression qu'on a. Par rapport au Maroc. Ouais. Alors on laisse le cas C'est de vrai. Ouais, on en revient à la culture marocaine. Hein. Les mamans, elles ont un gros poids, tu vois. Mais par rapport au choix de ce que tu disais, si tu prends par exemple en France, tu avais le cas de Laporte. Aymeric Laporte, Ouais. tu vois, qui a joué pour l'Espagne. C'est un Français, normal, il a passé beaucoup de temps en Espagne. Il fait le choix de l'Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive un peu partout. Oui, mais dans le cas de... On va revenir sur cette histoire de choix. J'ai une question à poser très claire. Qu'est-ce qu'on gagne à choisir le Maroc comme footballeur? Qu'est-ce qu'on gagne à choisir Moins le de Maroc concurrence? comme footballeur? Non, moi je le vois pas comme ça. C'est découvrir une autre expérience du football que tu ne pourras pas découvrir, par exemple avec la France, avec un pays d'Europe. La ferveur que tu trouves en Europe,
Tu trouveras pas. Regarde les derniers postes de Brahim Diaz. Il est choqué de l'amour que les gens lui donnent, de l'attachement, de toute cette ferveur. Même les gars comme Ziyech, etc. Ça, tu le trouveras pas en Europe. Ça, je l'ai vécu à mon niveau en Botola. Bien sûr. La ferveur qu'il y a au Wydad, si tu la trouves quelque part, tu vas peut-être la trouver à l'OM, tu vois. Mais tu la trouveras pas dans un autre club. Tu vas pas la trouver à Lyon, tu vas pas la trouver à Lens. Allez, Lens. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est unique. Quand tu viens de Ligue 1, au WAC, ou de Ligue 2, tu viens de Ligue 1. J'ai fait les deux, tu viens de Ligue française au WAC, l'ambiance monte, quoi, la chaleur chauffe, on est d'accord. Ouais, ça n'a rien à voir. La pression est différente. Surtout la ferveur. Tu vois, la ferveur. Je me rappelle d'un match, on a fait match nul. Je crois que c'était contre Berkane ou je sais plus, à domicile. Et moi, je sortais le dernier, je tardais dans le vestiaire, je suis sorti. Et j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé dehors, près du stade. J'ai trouvé un père avec sa fille, son fils et sa femme. Ils allaient partir en mobilette. Et ils sont venus, ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, ouais. Et toute la famille a pleuré. J'ai dit, vous venez d'où? Ils venaient de l'autre côté de Casa. Ouais. Et j'ai parlé un peu avec eux. Il m'a dit, le WAC, c'est notre vie. Et là, c'était mes premiers matchs. Et là, j'ai compris vraiment cette ferveur, tu vois. Ça, c'est rare que tu le trouves en Europe maintenant, tu vois. Il n'y a pas. Tu gagnes alors une ferveur supplémentaire, une exposition, tu gagnes aussi parfois des opportunités sportives. Parce que pour énormément de binationaux, je vais dire des noms, c'est pas vexant, mais est-ce que Boutaïb ou Dacosta auraient joué une Coupe du Monde? Ben non, mais non. Tu vois, c'est une réalité. Il faut l'accepter. Tu gagnes ces opportunités-là sportives. Tu gagnes les émotions dont je te parlais. Mais sportivement, tu vas vivre des expériences que tu n'aurais pas pu vivre en France parce que tu n'aurais pas eu l'opportunité, que ce soit par ton niveau ou autre. Et qu'est-ce que tu perds? Puisqu'on va parler de ça aussi. Qu'est-ce que tu perds à choisir un pays? Est-ce que tu perds, je sais pas moi, le fameux mois de Cannes là qui est bon. Enfin, non, ce que tu peux perdre vraiment dans ta carrière, c'est la considération par rapport à d'autres clubs. Tu vois, les clubs quand ils recrutent. Parce que j'ai des potes maintenant, directeurs sportifs et tout, dans des clubs en Ligue 1 et tout, à l'étranger. Quand on recrute, ils font vraiment attention à ça, tu vois. Le mois de Cannes, tu vas t'absenter. Aussi, ta valeur, je vais pas dire ta valeur publicitaire, mais ça joue aussi, tu vois. Donc, tu peux perdre ça. Et quand t'es jeune, quand t'es plus jeune, et ça, faut le savoir, les clubs te mettent beaucoup de pression, tu vois. Les clubs en France. Moi, à mon âge, entre 14, 15 jusqu'à 17, 18, les clubs, ils te font comprendre. Tu pars au Maroc, tu t'absentes, tu joues plus, tu vois. Ils te le disent d'une manière polie. Et c'est comme ça. Parce que voilà, ils travaillent pour la Fédération française aussi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est pas leur but de former des joueurs pour d'autres sélections. Et encore, la France, peut-être ça se passe comme ça se passe, mais il y a des pays, je pense, aux Pays-Bas, où ça se passe de façon encore plus tendue. Hein. C'est un débat national qu'ils ont sur est-ce que c'est normal de former des joueurs pour les sélections j'ai entendu dernièrement qu'ils se penchent vraiment sur ça. J'ai entendu même qu'ils voulaient engager des ex-joueurs d'origine marocaine dans les sélections pour, entre guillemets, amadouer ou attirer les jeunes Marocains plus tôt dans les sélections hollandaises de jeunes, mais bon. Je sais pas. Mais il y a cette ferveur, il y a ce rappel au pays qui est plus fort. Donc, Alors tu sais, nous on fait des podcasts histoire. Ouais. Histoire du Maroc. Et on en a fait un sur l'immigration où un sociologue nous expliquait que le Maroc avait une tradition de nomadisme également. Et les tribus du sud montaient vers le nord, chassées par la sécheresse ou à la recherche de ressources. Et que énormément de Marocains avaient traversé comme ça les frontières dans cette même logique-là. Ça ne remettait pas vraiment en cause leur appartenance à leur tribu d'origine, mais il y avait cette idée d'aller chercher le travail ou la ressource là où elle est, mais en restant très très attaché à ta tribu. Ce qui explique un peu même, je crois que c'est Hassan II qui disait que les Marocains de France, c'est toujours des Marocains. Et c'est un peu ce que tu nous dis quand tu dis que la culture marocaine est forte, quoi. Bah c'est ça le dénominateur commun dans le choix de tous ces joueurs-là. C'est qu'à un moment donné, dans leur entourage, dans leurs proches, il y a ces traits de culture qui restent. Et c'est ça qui te rattire vers le pays. Si t'as aucun lien culturel avec le pays, c'est difficile, tu vois. Alors, toi, tu as un cas un peu spécial. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce chemin. Tu viens jouer au WAC. Donc, tu es un binational botoliste. Ouais, binational botoliste. Un bébé. Un bébé, ouais. Alors, c'est quoi les freins à l'intégration? Qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce que c'est la langue, par exemple? Tout ce qui est lié à l'intégration, tu as la langue. Tu as certains codes, on va dire, de conduite, entre guillemets. Les règles du vestiaire. Ouais. C'est quoi les différences, alors? C'est pas pareil, c'est vraiment centré. Ce que j'ai découvert moi au WAC, c'est que c'est vraiment centré sur l'individualisme, tu vois. Entre guillemets, chacun doit s'en sortir.
Tu vois, c'est un peu du chacun pour soi. Alors que moi, j'ai été formé d'une manière où tu t'exprimes à travers le collectif. Donc tu donnes pour le collectif et le collectif te rend, tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis arrivé là, les premiers mois, j'ai vu qu'en fait non, c'était pas ça, tu vois. C'était un peu chacun pour soi, en réalité. Et j'ai dû rapidement m'habituer à ça, malgré que voilà, j'en discutais avec les gars. Par exemple, tu prends le sujet de la concurrence. Les gars, ils voyaient mal la concurrence. Pour eux, être 3-4 Sur un poste. pour un poste, c'est pas bon. J'aurais dit non, moi j'ai pas grandi comme ça. Moi j'ai été formé, il faut 3-4 de qualité, parce que quand tu vas être un peu dans le confort, etc., c'est ces 3 autres-là qui vont te pousser à être meilleur, tu vois. Et tu vas toujours avoir cette concurrence qui va te pousser à être meilleur. Si tu es dans le confort, tu vas pas progresser, tu vois. Et à la fin, qui va gagner? C'est l'équipe. Par exemple, tu joues le haut du tableau. Ce qui est important, c'est un joueur rentre, l'autre sort, c'est la même qualité. C'est ça qui est bien. Je leur disais, et puis c'est ça qu'il faut changer. Et tu le vois à travers les caractéristiques de joueurs. Quand on dit, t'écoutes beaucoup les entraîneurs quand ils viennent, étrangers, ils viennent au Maroc, caractéristiques du joueur marocain, ça demande toujours le ballon dans les pieds. Ça va pas dans l'espace. Mais ça vient de là. Pourquoi tu veux le ballon dans les pieds? Quand tu joues au quartier ou au mini-foot, c'est pour te montrer. Tu vois, je prends la balle dans les pieds et je montre que je sais jouer au foot. C'est ça. Mais tu vas lui dire, va courir. Pourquoi je vais courir, il va pas me donner la balle. Non, tu Faire cours, 3 appels dans le vide, quoi. Voilà. Et tu leur expliques, tu vois. Quand je te parlais du petit Amouni, il a un peu ça. Qu'est-ce que je lui explique? Je dis, écoute, tu vas faire l'appel, tu vas libérer l'espace pour ton coéquipier, il va recevoir le ballon dans une meilleure position et il va mieux te servir, tu vois. Tu vas rester là, il va rester là, tu vas vouloir toi briller, lui briller, ça fait pas avancer l'équipe. Et c'est pareil. Et ça, c'est ce que j'ai découvert vraiment ici en arrivant. D'accord, et ça se traduit par quoi concrètement, ce côté un peu chacun pour soi? Ça se traduit par des clans, ça se traduit par beaucoup d'individualisme, comme je t'ai dit. Et à la fin, concrètement, même si tu gagnes, collectivement, voilà, moi, mes années au WAC, tactiquement, etc., j'ai pas appris grand-chose, tu vois. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Encore une fois, ça vient des podcasts histoire. Ouais. Parce que c'est assez paradoxal. Le Maroc est un pays un peu tribal, on vient d'en parler, avec un gros collectif où l'individu est moins mis en avant que la tribu ou la famille. Et tu me dis au foot, c'est l'inverse. Alors, en vérité, la petite, disons, la façon de l'expliquer, c'est que tu donnes au groupe quand tu es en situation de confiance ou que le groupe te rend, il te protège. C'est valable en temps de guerre, par exemple. En temps de séisme, les Marocains, ils sont tous ensemble. Quand il y a une attaque dans le Moyen-Âge sur les côtes, ils sont tous là. Parce qu'ils savent que, il y a le danger collectif, et 2, tout le monde va véritablement gagner. Les tifos dans les tribunes de WAC, c'est le cas aussi dans d'autres clubs, Tétouan, la machin, au Raja. Et là, ils le font tous. Parfaitement, collectif. Ça monte à la même seconde. Pourquoi? Parce qu'on a confiance dans le résultat. Donc en fait, tout le travail du coach de foot, et c'est peut-être ce qu'il a réussi à faire au Qatar, c'est de faire croire à toute l'équipe qu'une victoire est la victoire de tout le monde. Et c'est pas naturel, parce que ça nous vient naturellement dans les dangers, etc. Mais c'est peut-être pas naturel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, très souvent, les gens, même les dirigeants, viennent au foot pour des mauvaises raisons. Les coachs parfois pensent à eux-mêmes exactement, parfois plus qu'au groupe. Donc normalement, même les joueurs, etc. Donc la structure, qui est une structure moderne d'équipe, n'a pas fabriqué cette fameuse tribu que tu peux avoir dans d'autres aspects. Et fabriquer ça, par contre, quand tu fabriques ça, tu es invincible. Mais tout le travail, c'est de le fabriquer, voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis ça revient à ce que tu disais, c'est un peu le reflet de la société aussi, tu vois. Par exemple, quand j'étais au WAC, t'avais les problèmes, tu vois, de salaire, etc. Donc tu joues peu, t'es pas payé, tu vois. Donc c'est normal, je comprends, tu vois. Donc c'est normal que le gars va penser qu'à lui, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il a pas cette sécurité, on va dire, financière. Ce que t'as en Europe, quand tu es formé, tu penses au collectif parce que tu as des règles claires, tu vois. Tu vas pas te poser la question, est-ce que je vais te payer à la fin du mois, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et c'est comme ça que tu te construis. Et ça, c'est super important. Bien sûr. On va sortir de ton cas particulier, on va essayer de regarder un peu le cas général de l'équipe nationale. Alors tu es passé par, je crois que tu as fait un match avec Zeki, c'est ça? Ouais, j'étais avec Zeki, Mais de façon générale, les binationaux sont devenus l'ossature de l'équipe nationale. Même plus que ça, c'est quasiment depuis la première arrivée de Hadji en 93, qui était un peu l'éclaireur. 2004, dans une équipe qui est moitié-moitié, on s'est retrouvé
très vite avec, à partir des années 2010, avec une équipe complètement binationale. Moi, je voudrais bien que tu te mettes à la place du public marocain qui a vu le changement de son équipe et que tu nous dises, est-ce que, pour toi, qui a joué au foot des deux côtés, est-ce que les dés sont pas pipés? Est-ce que le joueur local ne souffre pas de son statut et du regard qu'on porte sur lui par rapport à celui qui vient de l'étranger? Non, c'est pas une question de regard. Il faut que le supporter marocain voit plus loin dans sa définition du Maroc. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. C'est comme un arbre qui s'arrête pas à Tanger. Le Maroc, c'est plus. Déjà, à la base, quand tu raisonnes en termes de... Quand tu parles de joueurs locaux, tu réduis déjà et t'opposes. Pour moi, il y a des joueurs marocains, des joueurs de la sélection marocaine. Quand tu penses comme ça, tu vas plus les voir comme local et binational. Tu vas voir comme des joueurs marocains. Déjà, un joueur marocain qui évolue au Maroc, mais un joueur marocain qui évolue à l'étranger. Bien sûr, moi je vais te poser une question. Est-ce que c'est moi qui le vois comme ça, ou c'est y compris le système qui le voit comme ça, y compris la fédération qui les voit comme ça? Est-ce qu'à un moment, quand on avait une sélection des joueurs locaux qui a gagné 2 CHAN, Ouais. voilà, c'est pas moi qui les vois comme ça. C'est y compris la structure footballistique qui la voit comme ça. Ouais, mais là, quand il y avait des sélections uniquement de joueurs locaux, c'était aussi pour développer rapidement le joueur local. Et puis, tu n'avais pas cet inconvénient des dates FIFA pour réunir les joueurs. Donc, si tu pouvais les réunir plus souvent, ils progresseront plus vite. Parce que moi, je vais t'expliquer un peu comment nous, on a vu les choses. Aujourd'hui, on a une équipe nationale qui a performé. En Coupe du Monde, ça a été incroyable, qui a déjà fait la Coupe du Monde 2018, ce qui est déjà pas mal, parce que nous, quand même, on est très contents déjà d'aller en Coupe du Monde. Mais avant ça, on a eu 10 années de ténèbres. Nous, on appelle ça les ténèbres. Et ces 10 années de ténèbres ont coïncidé avec le tout binational. Ça a coïncidé avec 2 phénomènes, des mauvais résultats et également une mauvaise communication, une mauvaise relation. Une mauvaise relation. Est-ce que pour toi, tout a été fait pour favoriser, pour mettre de l'huile dans les rouages? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Ce que tu dis, est-ce que c'est normal, toi, en tant que joueur du WAC, par exemple, que tu joues, par exemple, je sais pas si tu es dans un match contre Zamalek où il y avait 3 buts à remonter contre les Égyptiens. Non, j'étais 4-0. C'était à Rabat, Voilà. Ça finit à 5-2. Ouais, exactement. Et le match est à Rabat et le stade est plein. Ouais, je me souviens. Voilà. Et bon, moi, je suis rajaoui, mais je sais que les clubs marocains, comme ça, ils sont derrière leur équipe. Et à la même période, il y avait des matchs de l'équipe nationale où on peinait à remplir le stade. Est-ce qu'on n'a pas loupé un truc sur cette passion-là, si on a cassé le rapport entre les clubs et l'équipe nationale, où tu vas avoir de la passion dans les côtés des clubs et un peu d'indifférence, voire de l'aigreur du côté de l'équipe nationale? Non, franchement, c'est partout. Hein. Regarde, t'as un match au Vélodrome, c'est plein, ça bouillonne. Tu mets l'équipe de France, ça va pas être pareil, tu vois. C'est pas quelque chose. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à si on n'a pas loupé quelque chose, etc. La compréhension des 2 côtés. Voilà. Les binationaux, ils doivent aussi comprendre qu'ils doivent aussi s'adapter. Tu vois, dans le langage, dans le discours. Quand tu m'as dit, il y a eu des périodes de ténèbres, tu vois. Ouais. Je vois de quoi tu parles. Il y a des gars qui étaient concernés. Il y en a, je parlais avec eux, je dis non. Sur ça, t'avais tort. Sur ça, t'avais tort. Sur ça, t'avais tort. Tu dois comprendre qu'à un moment donné, quand je te parle des codes de conduite, des codes de comportement, tu vois, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même sensibilité, il n'y a pas la même ferveur. Le public marocain, c'est pas le public, je sais pas, d'Italie, ou tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. C'est pas pareil. Donc ça, c'est un élément super important. Donc tu es en train de me dire que certains n'ont pas fait l'effort de s'intéresser à nos codes. Code du public. Non. Mais c'est pas, comment dire, il y en a qui n'avaient pas cette capacité, on va dire. Est-ce qu'ils avaient l'envie déjà, à part la capacité? Est-ce qu'ils avaient la conscience de ça? Non, ils n'avaient pas conscience de ça, tu vois. Ils n'avaient pas conscience de ça. Donc, après, c'est aussi le rôle du sélectionneur, tu vois. Pas seulement de toute la fédération, de mettre les... Ouais, la fédération, tu vois, on peut pas dire la fédération parce qu'après, elle n'a pas s'immiscer dans le travail du sélectionneur. Par exemple, pour Walid, il a cherché des liens entre les genres. Il s'est rattaché aux mamans, à la NIA, etc. Tu vois. Il a buildifié le discours. Voilà, il a trouvé. Moi, j'ai fait une interview au moment où il a pris la sélection. Quelques mois, dès qu'il a pris la sélection, on m'a demandé ton avis et tout. Je dis Walid, je le connais bien. Et je sais qu'il va trouver la chose qui va lier tous ces joueurs-là. Et il va sortir le meilleur de chacun, tu vois, en peu de temps. Ça, il sait bien le faire. Tu vois. Il est fort pour ça. Je l'ai connu au FUS, je l'ai connu avant en France. Ça, il le fait très très bien. Et les sélectionneurs d'avant, c'est ce qu'ils devaient faire. Et les sélectionneurs de sélections comme le Maroc, ils doivent avoir ça. Tu peux pas venir trancher. C'est pour ça que je te parle de la Corée du Sud. Nous, on a été avec les jeunes nageurs en Corée du Sud. Je parlais un petit peu avec eux et tout. Ils n'ont pas ce problème, tu vois. Non, mais surtout que nous, on a un deuxième problème, c'est qu'on parle des binationaux. Là, dans ce podcast, comme s'il y avait des binationaux. Mais il y a des types de binationaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont français et marocains. Il y a des gens qui sont néerlandais et marocains. Il y a des gens qui sont italiens et marocains ou espagnols et marocains. Donc ça veut dire que même la deuxième culture, elle peut être très différente. Exactement.
Et moi, une petite théorie que j'ai aussi sur la Coupe du Monde 2022, ça vaut ce que ça vaut, c'est que pour moi, à partir du moment où on avait également des joueurs, parce que tous ces gens-là, Hakimi avec sa culture espagnole, ou Ziyech avec sa culture néerlandaise, etc., finalement, qu'est-ce qui les relie ? C'est la culture marocaine qu'ils ont eu peut-être à la maison, différemment. Que ce soit Amazir ou n'importe laquelle. Et finalement, quand ils sont arrivés dans ce groupe, ils ont trouvé un terreau. Qui est celui des nationaux, qui va être celui de Yamer qui fait des bisous, de Ounehi qui raconte des blagues, de Beno Nedari qui est Tegeneuti qu'on voit dans toutes les stories Instagram, qui mettent la bonne musique, qui font du ch'den marocain. Et c'est ceux-là sur lesquels on peut greffer le Marocco-néerlandais ou le Marocco-espagnol, parce que lui va assurer le lien. Et on n'a plus ce lien d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais c'est juste ma petite théorie, et je voudrais vraiment insister sur le fait que quand on parle de binationaux, il y a des types de binationaux. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu vent de problèmes qu'il pouvait y avoir entre les francophones et les néerlandophones, par exemple? C'est des caractères différents. La plupart des néerlandophones, ils sont quoi, du nord du Maroc. Oui, des Rifins. Ouais. Voilà, et les Rifins, c'est très carré, c'est très, tu vois. C'est des traits de caractère, chacun. Ouais. Il y a ça toujours existait, ça. Ouais, ça existait. Alors tu imagines. Alors pour moi, on se complique encore plus la tâche quand on ramène un entraîneur étranger qui connaît pas du tout ses subtilités. Sur ça, ouais. Et là, le bonhomme, il a une mission impossible, quoi. Il est censé fabriquer un groupe. Et lui, il n'a aucun code. Ni les codes hollandais, ni les codes marocains, ni les codes rifins. Au niveau de l'adaptation, parce que regarde, quand tu prends les plus grands coachs, là, à la fin, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te parlent plus de tactique, ils te parlent de gestion des hommes. Et ça fait partie de la gestion des hommes, tu vois. Comment tu vas faire cohabiter le gars qui vient d'Hollande avec le gars qui vient de Belgique, avec le gars qui vient du fin fond du Maroc, tu vois. Tu dois trouver quelque chose qui les lie tous. Par exemple, je te pose une question. Un gars comme Bounou ou Naïef, tu le considères comment maintenant? Un joueur de Botola ou un binational? Non, marocain. Marocain. Ouais, toute sa vie, il va être marocain. c'est ça. Mais moi, je pose une question alors. Toi qui es au Maroc depuis combien de temps maintenant? Moi, je suis arrivé en 2015. Voilà, ça fait bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, ouais. Est-ce que les gens te considèrent comme un binational ou comme un Marocain du Maroc? Il y a de tout. Il y en a qui me considèrent comme un binational. Ouais. Il y en a qui me considèrent comme un... Ma famille, ma propre famille, moi, mes frères et tout, ils me considèrent comme un local, tu vois. Donc... ça dépend de quel côté tu vois la chose. Mais j'ai l'impression que c'est les 20 premières années qui te marquent à vie, quoi. Tu peux faire ce que tu veux après. Ouais, après, ouais, exactement, ouais. Est-ce que le rapport avec le public, est-ce que cette étiquette te suit, en fait? Est-ce qu'elle t'impacte? Est-ce qu'on va te renvoyer ça de façon négative à la figure, ce statut-là, dans ta vie courante ou dans ton métier de footballeur? Ouais, on peut. Moi, ça m'est arrivé une fois au Wydad. On faisait un truc et il y en a un qui m'a dit... ouais, Zmagri, je dis non, tu m'appelles pas Zmagri. Il me dit, je dis non, c'est péjoratif, tu vois. Il me dit, ouais, je dis pour toi, mais moi, tu m'appelles pas Zmagri. Je suis pas Zmagri, je me reconnais pas dans ce mot-là, tu vois. Et ça, ouais, c'est vexant, tu vois. C'est rabaissant. Pour moi, ces expressions-là, tu vois. Comme l'expression blédard. Quand j'entends quelqu'un qui dit, c'est quoi pour toi blédard? Non, mais c'est lié au bled. Non, dis autre chose, tu vois. Donc, on peut te renvoyer à ça dans ta vie de tous les jours, tu vois. Autant en France qu'au Maroc. Et le fameux cliché comme quoi en France tu es un arabe et en Maroc tu es un français. Ouais. Dans quelle mesure il est vrai ce cliché? Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Tu parles en France ou au Maroc? Les deux, c'est-à-dire le fait d'être sans arrêt dans un pays où on te renvoie à ton autre pays. C'est une réalité, on te met dans des cases. Mais les gens qui te mettent dans des cases comme ça, c'est négatif, c'est tout. Il n'y a pas de... Tu vois, toi, tu vas pas mettre dans une case, par exemple, tu vois. Mais est-ce que tu comprends le public? Parce qu'une des raisons, si on rentre dans le côté un peu délicat du débat, une des raisons pour lesquelles le débat était vraiment venimeux sur les réseaux sociaux, c'est que la partie d'histoire de l'équipe nationale avec des binationaux, avec ses mauvais résultats, le public, il a fait une analyse très simple. En gros, ces gens-là ne sont pas assez motivés par l'amour du maillot. Enfin, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché des raisons tactiques ou techniques. On va chercher, disons, le mouiller le maillot. Enfin, c'est l'analyse zéro de tout supporter. Il regarde, et ce qui n'est pas forcément fausse d'ailleurs. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que quand on a eu des capitaines qui nous parlaient pas, des gens qui venaient pas, on a des joueurs dans l'équipe nationale qui ont, par exemple, 60 sélections, dont 10 en Afrique. C'est-à-dire qu'ils n'ont joué qu'à domicile. Qu'à domicile, ouais. C'est des chiffres, ce que je suis en train de dire. C'est étonnant. Alors tu peux te dire, on a eu des capitaines qui ont choisi leur match. C'est pas une analyse, c'est eux qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit, non, moi, c'est ce truc-là, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu peux comprendre que la cause des binationaux, alors on n'est plus dans ce cas-là aujourd'hui, parce que je pense que même déjà du côté de Vaïd, on avait. Est-ce que tu peux comprendre que la cause des binationaux était malmenée par ses comportements sur les réseaux sociaux, sur le terrain, ses absences présentes? Tu peux comprendre ça? Ouais, je peux comprendre. Et c'est, comme tu le dis, t'as les stats, donc c'est une réalité. Mais
le foot, c'est passionnel. Donc ça va être toujours amplifié. Mais c'est une réalité. C'est toujours quelqu'un qui va jouer un match avec l'équipe nationale et qui revient dans son club à Casa, à Rabat ou à Agadir, il va se sentir plus concerné. Les critiques, il sait qu'en arrivant au pays, tu vois, c'est pas comme le gars qui joue à Rome ou à Paris, ou tu vois, qui c'est fini, il prend son avion, il coupe son téléphone et puis. Il est là, le tu vois. Ça, je comprends, je l'entends. Mais à terme, l'important, tu vois le travail qui est fait au niveau de la fédération, etc. À terme, c'est quoi? C'est d'avoir une Botola forte, d'avoir des joueurs du cru, locaux, très bien formés, forts, et que ça puisse être ton ossature de sélection. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir des binationaux tellement forts n'a pas complètement exempté la fédération de travailler sur le Botola? Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on n'a jamais eu une équipe nationale potentiellement aussi forte. C'est-à-dire, rien que sur le plan de vue des résultats, demi-finale de la Coupe du Monde, tu as aujourd'hui des joueurs qui sont quand même à très fort potentiel, en tout cas par rapport aux clubs dans lesquels ils évoluent, des gars qui ont 19 ans, 20, 23 ans, 22 ans, qualifiés au JO, champion d'Afrique des U23, Coupe du Monde des U17, etc. Voilà. Et en même temps qu'on a cette équipe, on a un championnat qui est complètement moribond, qui est à l'arrêt, avec des clubs SDF, des publics tous punis, les coupables, les innocents, avec des affiches qui se tiennent les jeudis à 16h. Moi, j'ai l'habitude de dire, on va me parler de sécurité, j'ai l'habitude de dire que les hooligans anglais ont été les plus violents d'Europe. Il n'y a jamais eu un Manchester-Liverpool à huis clos. Hein. Moi, je te dis... Donc tu comprends ce que je veux dire. Donc, en même temps, la équipe nationale, en cassant ce lien, on va se désintéresser complètement de Botola, parce que c'est comme plus facile d'aller discuter avec Diaz que d'aller... Ouais, je sais, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais la fédération, à son niveau, a fait un gros travail. Moi, je le vois au quotidien, tu vois. Sur les équipes nationales? Non, même sur le championnat. Déjà sur la formation des cadres. Pourquoi elle forme des cadres? Pour que ces cadres-là forment mieux les jeunes. Ces jeunes-là qui vont être formés au Maroc, ils vont jouer où? Ils vont être mis en avant où? En Botola. Tu vois? Donc, pourquoi ils appellent les clubs à mieux se structurer? Parce que derrière, ces jeunes-là, ils vont jouer plus tôt en Botola. Ils vont pas jouer quand ils auront 25, 26 ans. Ils vont jouer à 18, 19 ans. Tu vois, ils vont se confronter tout de suite au plus haut niveau. Ils pourront peut-être partir plutôt en Europe ou ailleurs. Et à la fin, ce qui en bénéficie, c'est la sélection nationale. Alors, d'où vient mon impression qu'on s'occupe pas bien de ce championnat? Les clubs. Moi, j'ai joué dans les clubs. Moi, je te le dis. Là, la Fédé, elle peut faire... Qu'est-ce qui va pas dans nos clubs? Déjà, tu dois prendre chaque dirigeant de club. Tu peux des fois prendre des dirigeants de club qui n'ont pas de culture sportive. Tu vois ce que je veux dire? On va pas citer de nom. Mais quand tu as un président de club qui a aucune culture sportive, il pourra pas te mettre une politique sportive claire qui part de la formation jusqu'à l'équipe première en place. Mais est-ce que la structure du club va attirer quelqu'un qui a une politique comme ça? Enfin, j'ai l'impression, moi, que la structure des clubs et la culture générale, la culture va attirer forcément, je veux dire, bêtement, les margoulins. C'est-à-dire que c'est très difficile d'aller s'engager dans ce genre de monde si tu as des nobles ambitions, des nobles objectifs. C'est pour ça que tout tend vers, entre guillemets, l'épuration, on va dire, tu vois. Tu le vois, ça commence à s'assainir un petit peu, tu vois. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Par exemple, quand tu prends Touarega, tu vois Touarega. Ouais, c'est propre ce qu'ils font. C'est sérieux. Ouais. C'est sérieux. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Les petits qui étaient à Touarega, qui sont à Touarega, qui jouent actuellement, c'est des petits que j'ai connus, moi, à l'académie en 2018-2019. J'avais un pote du Havre qui était responsable à l'académie, etc. Donc, de temps en temps, j'allais le voir. Ces petits-là, je les voyais. C'est des petits, tu vois. Le coach qu'ils ont actuellement, Zamrat, c'est lui qui les avait en jeune, hein. Il les connaît sur le bout des doigts. Non, tu es en train de dire que quand tu travailles sérieusement, mais bien sûr, tu vas trouver des clubs comme ça qui vont fabriquer un écosystème entre guillemets logique et structuré. Mais en face, les grands géants du foot marocain, ceux qui devraient tirer la machine vers le haut, c'est le cirque, quoi. C'est le cirque, on peut le dire. Malheureusement, c'est ça. Mais l'exemple à suivre, c'est ça. Tu pourras pas mettre en place des choses. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de public aussi. Il n'y a personne qui leur casse les pieds. Il n'y a pas de public. Il n'y a personne qui leur casse les pieds quand ils font un match nul. Mais sinon, tu formes au Wydad. Moi, je le disais, au Wydad, tu dois sortir avec le potentiel qu'il y a. Tu as vu les joueurs qu'il y a à Casa, dans tout Casa. C'est comme l'Île-de-France. Tu dois sortir tous les 2-3 ans. Tu dois sortir un top joueur minimum. Alors, on revient à la thématique des binationaux. J'ai une petite question. Est-ce que ça a vraiment encore du sens? Quand tu as, par exemple, on va imaginer un Maroc-Côte d'Ivoire, voilà, il y a 7-8 ans.
Voilà. Avec Serge Aurier qui monte dans l'avion à côté de Mehdi Ben Attia. Je crois qu'ils sont du même coin de région parisienne, voilà. Donc on va imaginer qu'ils sont potes, tu vois. Ils ont appris le foot dans le même quartier, ils ont peut-être joué dans le même club. Ils arrivent au même stade, là, par exemple à Abidjan ou bien à Casa. Il y en a un qui s'habille en orange, l'autre qui s'habille en rouge. Et ils vont jouer, ça va être un Maroc-Côte d'Ivoire qui ressemble beaucoup à un derby de région parisienne. Est-ce que aujourd'hui le foot des nations, alors moi je l'adore le foot des nations, il est passé de l'expression collective d'une culture populaire, c'est-à-dire le Brésil joue comme les Brésiliens, on parle du foot africain. Aujourd'hui on est dans un truc qui n'a pas vraiment de sens avec des joueurs qui sont un peu interchangeables. Est-ce que ça a encore du sens, ces équipes nationales, quand tu peux avoir les mêmes joueurs des deux côtés avec une culture interchangeable? Est-ce que ça a encore du sens? C'est à l'image de sachant que, je finis la question, après je te laisse débattre, sachant que par exemple au rugby, on ne demande même pas la nationalité pour jouer dans une équipe nationale, c'est-à-dire que si tu joues 5 ans au Japon, bah, tu seras avec l'équipe nationale du Japon, il y a des gens qui n'ont pas les têtes là. Pour eux c'est une équipe de sport, c'est pas une équipe... voilà. Alors est-ce que ça a encore du sens? C'est à l'image de l'évolution, on va dire, du monde actuellement, tu vois. Tout se mélange, toute cette mondialisation. Regarde, pour l'anecdote, tu me parles de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, ben on joue ensemble en équipe de France, en jeune. Ah ouais? Ouais, on est ensemble, on joue ensemble. Et regarde, aujourd'hui, c'est lui. Et tu l'as vu, l'attachement qu'il a au pays, comment Non, moi je débat pas d'attachement. Moi, l'attachement, moi je rentre pas dans le cœur des gens et je suis convaincu qu'il y a un attachement, ça se voit. Après, on va pas généraliser, hein, chaque cas est un cas particulier, mais tu parles de la composition des... Je parle de la composition. Je me dis, est-ce que quelque part, ça a véritablement encore du sens, par exemple, quand le Portugal est fait à moitié de Brésiliens, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je t'ai parlé de l'Espagne de 1962. Ouais, l'Allemagne aussi. L'Espagne de 1962, où tu avais Puskás qui avait 80 sélections avec la Hongrie, et Di Stefano qui a joué dans 3 sélections différentes. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement à se dire, c'est une compétition politique, c'est-à-dire le Maroc politiquement, il a des arguments pour attirer Diaz, que ne va pas avoir par exemple la Guinée-Bissau, qu'on n'a pas pour Yamal. Donc finalement, est-ce qu'on n'est plus dans une compétition qui est une compétition de soft power et de politique autant que de sport, qui consiste maintenant à aller chercher les gars de tel et tel pays? Moi j'ai vu pourquoi je te raconte ça, j'ai vu une composition d'une RDC potentielle, c'est-à-dire si les gars qui avaient un passeport congolais avaient choisi le Congo, j'ai vu ça, c'est incroyable. Tu as la moitié de la première ligue, la moitié de la Ligue 1, tu sens que c'est une équipe imbattable, donc tu te dis en fait c'est juste la RDC qui n'a pas réussi à faire ça, donc en fait ça s'est joué non pas sur le terrain mais plus dans les coulisses. Donc est-ce que ça, je sais pas, je sais que je voulais partager ça avec toi, quoi. Ouais, c'est ce que tu soulignes, c'est vraiment important, hein, c'est une réalité. Il y a une évolution, c'est normal que ça évolue. Tu me disais que voilà, c'est le reflet de la société, c'est exactement le reflet de la société, malgré que tu as toujours les représentations étatiques comme l'hymne, le drapeau, etc. Ça bouge pas, mais la composition même, ça n'a plus rien à voir, il faut faire avec, tu es obligé de composer avec. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dans cette discussion sur... Non, juste qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand tu te mets à la place d'un binational, c'est pas simple. Tu vois, c'est vraiment une position pas simple. Comme je dis, c'est quelque chose de subi, tu le choisis pas. Et faut pas leur jeter la pierre. Il y en a, ça peut être des choix professionnels, on va dire. Mais par rapport au Maroc précisément, il y aura toujours cette forte culture qui va toujours attirer les meilleurs. Voilà. Ben merci beaucoup. Ouais, de rien. Hein. C'était chouette. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. non, on a appris des choses. Merci pour cette interview. Et reviens quand tu veux pour parler de foot. Ouais, de ballon. On va parler de ballon. On compte sur toi, hein. Ouais. Parce que on a besoin de gens qui nous éclairent. Nous, on les connaît. Ok, au moins, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. قدم واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, Dream Africa, meet Morocco.